Parlons de Morgan Charrière contre Paul Hughes. Une nouvelle fois, un combat de Morgan qui fait polémique après coup. Il y a de quoi débattre. Alors, avant de commencer, abonne-toi à la chaîne. Avant de commencer, gros respect aux deux athlètes. Je pense que c'est s'il y a un truc à retenir et sur lequel il y a un consensus auprès de tous les fans, c'est que le combat était incroyable. Techniquement incroyable, stratégiquement très très propre, excitant à regarder. Il y a eu des momentum shift, comme on dit en anglais. Je trouve jamais la façon de le dire en français, des changements de momentum. Donc on voyait un Morgan qui se dirigeait vers une victoire, il se fait sonner. On pense que Paul Hughes se dirige clairement vers une victoire sur la fin, et au cinquième, il y a encore des rebondissements. En tout cas, à mes yeux, pas à ceux des juges. Je vais y revenir dans vraiment pas longtemps, parce que c'est le gros sujet du jour. Donc, merci à eux deux. Ils nous ont vraiment offert un super combat. Pour les fans, c'est top à regarder. Personnellement, un tout petit peu déçu du sol, du revêtement de la cage du Cage Warriors. Le combat de Gerardo Fanny, qui était en début de carte contre Liam Gittins, Gerardo Fanny arrêtait pas de glisser. Et dans le main event, ça glissait pas mal, l'un comme l'autre. Donc, c'est pas une excuse, c'est pas une raison de la défaite ou de la victoire. Paul Hughes, ça a joué contre lui en sa défaveur quand il essayait des takedowns. Plusieurs fois, il a glissé sur son shoot et ça lui a fait perdre en explosivité, en gestion de la distance, etc. etc. Et dans les échanges en pied-point, ça arrivait souvent autant pour Morgan que pour Paul Hughes, que vu qu'il glissait, il manquait de stabilité, du coup il perdait en propreté technique, en efficacité, en précision, etc. etc. Tout ce que je veux dire, c'est que le combat était génialissime, mais avec un sol qui glisse pas, on aurait eu droit à quelque chose d'encore plus beau en termes de technicité. Ok, maintenant, la raison pour laquelle tout le monde se connecte à cette vidéo, je pense, c'est pour discuter de la décision. On a 3 juges qui voient 3 scores différents. Selon moi, il n'y en a que un qui a un score justifiable. Mais il y a une information que j'ai eue ce matin dans un tweet, mais elle n'est pas encore confirmée. J'ai envoyé un message à Yandine, le matchmaker du Cage Warriors, qui n'a pas su confirmer. J'ai juste vu en fait le commentateur, Brad Wharton, qui a annoncé qu'il y avait eu un point de pénalité pour Morgan entre le 4e et le 5e round, apparemment pour son jab qui est venu après le gong. Je trouve ça personnellement sévère si c'est le cas. Encore une fois, c'est pas confirmé. Là, je viens de voir un tweet il y a 50 minutes, donc juste avant cette vidéo, de Brad Wharton qui explique à Jack Mason, donc c'est un ancien de l'UFC, que sur le moment même, donc Brad Wharton, qui est cage side, qui est vraiment sur le côté de la cage, n'a pas vu la déduction du point. Yandine, à qui je parle, donc le matchmaker, est aussi sur le côté de la cage, il n'a pas vu le point deduction. À la caméra, on l'a clairement pas vu. Apparemment, c'est un des juges qui aurait dit à Brad qu'il y a eu un point de déduction entre le 4e et le 5e. On attend de voir une confirmation. Moi ici, je me protège juste parce que je fais ma vidéo avant qu'il y ait une affirmation ou un déclin de cette donnée. Peu importe. Quels ont été les scores? Alors, je vais commencer par tous les données. 48-46 pour Paul Hughes, 47-47, égalité, 49-45 pour Paul Hughes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a bien eu un point de pénalité, tous les juges ont donné tous les rounds 19. Il n'y a pas eu de 18. Parce que là, il y a un petit débat sur le 3e round. Je vais y revenir après. S'il y a eu ce point de déduction, ça veut dire que le juge qui donne 48-46 a vu 3 rounds pour Paul Hughes, 2 rounds pour Morgan Charrière. A priori, encore une fois, il n'y a pas les scores en ligne pour le moment. A priori, il a donné le 1-2 à Morgan et le 3-4-5 à Paul Hughes. Le juge qui voit 47-47, qui pour moi est le plus correct, il a donné 3 rounds à Morgan, 2 rounds à Paul Hughes. A priori, 1-2 pour Paul Hughes, 1-2 pour Morgan, 3-4 pour Paul Hughes, 5 pour Morgan. Celui qui donne 49-45, pour moi, il est à côté de la plaque. Ça veut dire qu'il a donné 4 rounds à Paul Hughes, un seul round à Morgan. A priori, je dirais qu'il aurait donné le premier à Paul Hughes, le deuxième à Morgan, et les 3 derniers à Paul Hughes. S'il n'y a pas de point de déduction, ça veut dire qu'on a eu les mêmes scores, mais a priori que tous les juges ont donné le 3e 10-8 pour Paul Hughes. Mais le reste la même chose. Alors, ma lecture du combat. Premier round, compétitif, mais facile à juger.
C'est serré, mais ça va à l'avantage du français. Pour moi, Morgan le prend. J'ai vu personne vraiment discuter là-dessus. Je pense que tout le monde donne le premier à Morgan. Deuxième, ça reste compétitif, mais un peu moins que le premier, et ça va un peu plus clairement à l'avantage de Morgan. Donc à l'entrée du troisième, on est à 20-18 pour Morgan. Le troisième, c'est le round le plus clair, c'est le round le moins compétitif. Morgan se fait sonner sur un crochet avant. Il se fait amener au sol. Au sol, il se fait prendre le dos. Et sur la fin, il y a une tentative de soumission bien défendue, mais c'était assez chaud. Donc là, clairement, le round est pour Paul Hughes. Est-ce que c'est un 18 ? Ce serait justifiable. Je trouve qu'on n'est pas dans un 18 clair, on n'est pas dans un 19 clair, on est vraiment là où on peut argumenter d'un côté comme de l'autre. Morgan se fait sonner, il y a un gros damage là, et il y a une soumission qui est chaude. Donc il y a eu deux gros moments pour Paul Hughes. Et en plus de ça, il y a eu une grosse domination au sol avec une prise de dos qui a duré. Donc on a du damage, on a de la durée, et on a de la domination, on a les 3D. On pourrait donc donner ce round 18 pour Paul Hughes, mais comme je le disais, comme je l'ai dit dans mes analyses sur les critères de juge, j'ai fait 2 grosses vidéos là-dessus en mars. Actuellement, les juges sont encore très frileux de donner des 18. Donc pour moi, selon les critères purs, ce round doit être donné 18. Mais dans la réalité dans laquelle on vit, je ne serais pas surpris que les 3 juges aient donné ce 19 et que du coup ça confirme la déduction du point entre le 4e et 5e round qu'on n'a pas vu à l'écran et que peu de gens sur place même aient vu. 4e round, pas de question possible, c'est un 19 pour Hughes. Il n'y a pas de 18 ici à discuter et il n'y a pas d'argument pour Morgan Charrière. Donc, à l'entrée du 5e round, pour moi c'est un round décisif. Soit on a égalité 38-38, soit, si on a donné un 18 dans le 3e round, on est à 38-37 pour Paul Hughes. Et dans ce cas-là, encore une fois, le 5e est décisif parce que Morgan doit rattraper et chercher l'égalité. Maintenant, si on donne le 18 au 3e round et qu'en plus de ça, il y a ce point de pénalité, là, c'est moins décisif parce qu'on serait à 38-36 pour Paul Hughes. Et à moins que Morgan trouve un KO, une soumission ou score un 18 dans le dernier round, il était perdant. Bref. Ce qu'il y a d'important, c'est que pour moi, le 5e round, on ne peut pas le discuter. Ça, c'est vraiment le point qui fait débat. Il y a 2 débats dans ce combat. Le 1er round, il n'y a pas de débat. Le 2e round, il n'y a pas de débat. Le 4e round, il n'y a pas de débat. Le 3e round, on sait qui le gagne, mais on sait pas, on peut argumenter 19 ou 18. Le 5e round, je vois qu'il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de gens qui le donnent à Paul Hughes. Alors, ce passage, c'est vraiment d'un point de vue, c'est pour éduquer, vraiment. C'est pas pour critiquer, c'est pour éduquer. C'est pour que les gens comprennent bien comment un round en MMA est scoré. Beaucoup ne font pas la distinction entre les critères. J'avais déjà expliqué en mars, mais c'est une bonne occasion aujourd'hui de répéter comment on score un round sur base des critères officiels. Le premier critère, c'est le effective striking et grappling. Le 2e critère, c'est le contrôle de l'espace. 3e critère, c'est l'agressivité. C'est un peu mal traduit, c'est plutôt la recherche absolue de finaliser le combat. On va dire ça comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le premier critère a plus de poids que le 2e, qui a plus de poids que le 3e, mais qu'on considère les 3. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On regarde le premier critère. Si on arrive à départager sur base du premier critère, on s'arrête là. On donne le 19 ou le 18 ou le 17 à ce moment-là. Si on n'arrive pas à départager, si on considère que l'effective striking et l'effective grappling est égalité, on va vers le 2e critère, le contrôle, et c'est sur base de ce qu'on estime, qui on estime avoir eu le meilleur contrôle, prend le round. C'est dit dans les critères que c'est rare qu'on arrive à cette situation où on doit chercher le 2e. Et si on n'arrive pas à départager sur le premier, ni sur le 2e, c'est à ce moment-là qu'on va voir le 3e critère. Est-ce qu'il y en a un des deux qui était un peu plus agressif, un peu plus à la recherche de la finalisation. Mais on ne regarde pas ce critère, sauf si on considère que les 2 premiers sont à égalité. Et là, on va chercher au 3e. Et donc, c'est encore plus rare qu'on utilise celui-là. Et seulement si les 3 sont à pure égalité selon l'appréciation du juge, on a un 10-10, ce qui arrive littéralement jamais. Donc, dans le 5e round,
on regarde, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire, ouais, Paul Hughes a eu beaucoup de contrôle, Paul Hughes a eu beaucoup de contrôle, etc., etc., etc. Si vous utilisez cet argument, ça veut dire que vous n'avez pas su départager Morgan et Paul Hughes sur l'effective striking et l'effective grappling. Je vous invite vraiment à aller voir ce 5e round, et d'ailleurs ça va suivre dans la vidéo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandent régulièrement, c'est que je poste mes commentaires en live. Puis pour ceux qui ne savent pas, je commente sur Eleven Sports, la chaîne belge. J'ai commenté hier, et je vais mettre le combat avec mes commentaires, pour ceux qui veulent suivre, et en profiter pour revoir ce 5e round, avec mes analyses en live. Je reviens, donc ce 5e round. Morgan commence sur les chapeaux de roue, il envoie un jab direct qui touche fort. On ne le voit pas très bien parce que l'écran arrive et on voit vraiment l'action directement. Bref, mais c'est important. Ensuite, on a un peu plus d'1 minute d'échange debout. Ça paraît serré, ça paraît clairement serré. Mais si on est attentif, Paul Hughes touche très très peu, Morgan touche un peu plus, mais surtout, Morgan a des grosses touches. Il a un cross-counter à un moment qui touche très très bien. Et surtout, il a un direct sur un low kick qui touche super bien. Quand il y a un round serré, il faut regarder les grosses actions de temps en temps. C'est ça qui fait la différence. Honnêtement, Morgan touche un peu plus, voire même plus. C'est pas un peu plus, il touche plus, modérément plus. Je vais utiliser ce mot-là. Il touche modérément plus, mais surtout, c'est lui qui a les touches les plus significatives. Je crois qu'il a les 3, voire même 4 frappes les plus significatives du round. Et c'est pas un round où on est à 60 touches à 55. C'est un round où on est plutôt à 20-15 et 20 à l'avantage de Morgan. Et en plus de ça, les 4-5 plus grosses touches de ce round sont pour le français. Puis Paul Hughes initie en grappling. Il y a un scramble. Dans un scramble, on ne sait pas vraiment donner un avantage. C'est pas du effective grappling. L'effective grappling, c'est au moment où quelqu'un initie en lutte. Ça lutte, c'est le bon mot pour utiliser. Et puis quelqu'un prend une position, sécurise la position et fait quelque chose à partir de cette position. Le premier moment, à partir du moment où Hughes initie la lutte, où il y a une prise de position, c'est Morgan qui finit en demi-garde. C'est un long échange, mais si on doit regarder l'échange en entier, donc on a un début de combat où on a un Morgan Charrière qui domine en effective striking. Domine, c'est pas un bon mot, mais qui prend l'ascendant en effective striking. Premier échange en grappling, c'est lui qui prend l'ascendant en effective grappling. Et puis certes, ça se relève, et quand ça se relève, Paul Hughes pousse à la cage. Mais c'est là où il faut faire une grosse distinction. Il ne faut pas confondre contrôle et effective grappling. Contrôle, c'est ce que Paul Hughes a fait. Il a contrôlé, oui, mais ce critère, on ne le regarde pas, tant que c'est pas égalité dans le premier critère. Alors oui, il contrôle, mais on s'en fout, parce qu'il ne fait rien de ce contrôle. Il ne fait pas grand-chose. À un moment, il envoie un double crochet, oui. À un moment, il envoie encore quelques frappes, mais Morgan a souvent du répondant là-dedans. Donc le contrôle n'ajoute rien à l'argument, n'ajoute rien dans la balance. Et encore une fois, ok, Morgan, je pense un beau crochet, mais il y a aussi un moment où Paul Hughes descend sa tête et il y a plusieurs frappes en hammer fist. On voit l'arbitre qui fait une petite remarque à Morgan et puis Morgan envoie encore un gros coup de coude. Ça marque des points. Il est contrôlé, mais dans l'échange, c'est lui qui va mettre le coup de coude. Qui c'est qui gagne l'effective grappling et l'effective striking dans ces 5 secondes? Encore une fois, c'est pour Morgan. Paul Hughes, ça sort, ça re-rentre en grappling, ça sort, ça re-rentre en grappling. Il n'y a rien vraiment de marquant. Puis il y a les 15 dernières secondes où ça échange. Et il n'y a rien de marquant dans les 15 dernières secondes. Ça rate beaucoup, encore une fois, à cause de ce sol glissant. Bref, pour moi, c'est compétitif, c'est serré. Mais pour un juge qualifié, pour un juge compétent, c'est facile à scorer. C'est très très facile à scorer. C'est pour Morgan. Alors, je ne vais pas trop critiquer les juges non plus. Moi, j'ai vu ça sur une caméra. J'ai le meilleur angle de chaque action à chaque fois. Ça me permet de bien juger les impacts de frappe. J'ai même pris la peine de revoir une deuxième fois. Les juges, ils sont là en live. Ils voient ça qu'une fois, ils voient ça en direct. Ils ont le bruit du public et ils n'ont qu'un angle. Pour peu qu'il y ait un juge qui ne voit pas le direct qui touche sur le low kick, ça change toute la donne. Parce qu'effectivement, c'est un des éléments. Donc voilà. Est-ce qu'on peut leur en vouloir au juge? Je dirais quand même oui. Celui qui donne 49-45, il est incompétent. Il a donné un des deux premiers à Hughes. Je vois pas l'argument. Sincèrement, je vois pas l'argument. Celui qui donne 48-46,
Ok, ça veut dire qu'il donne le 5e à Paul Hughes. Sur écran, c'est injustifiable. Peut-être qu'en live, ça peut se comprendre. Maintenant, quoi qu'il en soit, pour moi, le score correct, j'ai dit en live 48-47 Morgan. Mais j'avais pas vu le point de déduction. Donc ça aurait donné 47-47. Et c'est vrai qu'après coup, je me dis que le troisième round peut être un 18. Donc dans ce cas-là, ce serait 47-46 pour Paul Hughes. Donc, pour résumer, s'il n'y a pas de point de déduction, pour moi, il y a deux scores qui sont corrects. 48-47 pour Morgan ou 47-47 si on donne le 18 au troisième round. S'il y a un point de déduction, les deux scores corrects, c'est 47-47 et 47-46 pour Paul Hughes. Donc cette information, je ne l'ai pas malheureusement, mais j'ai l'impression que c'est correct. J'ai l'impression qu'il y a eu ce point de déduction. Je le trouve sévère si c'est le cas. Effectivement, il touche après le gong. Ça arrive souvent, même à l'UFC, Germaine de Randami contre Holly Holm l'a fait 2 fois, et c'est la deuxième fois qu'elle prend son point de pénalité, pas la première fois, parce qu'effectivement, avec du bruit comme ça, on n'entend pas. José Aldo aussi, il l'avait fait contre Chad Mendes juste au gong, et on se demande si c'est pas juste après le gong, son coup de genou. Quand il y a beaucoup de bruit dans la salle, quand on est focus dans son combat, je pense que c'est une erreur humaine et un avertissement suffit. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, encore une fois, respect aux deux. J'avais dit dans ma preview, le triangle Vucenic, Hughes, Morgan, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Paul Hughes contre Vucenic, c'était incroyable en 3 rounds. Je suis finalement, en tant que fan pur, content d'avoir Hughes contre Vucenic 2 en 5 rounds. Vucenic contre Morgan, c'était incroyable comme combat aussi. Morgan contre Paul Hughes, c'était incroyable. Merci à eux trois. J'espère qu'il y aura des rematchs encore parce que ça vaut la peine. Et j'espère qu'il y aura même des croisements à l'UFC parce que les trois sont très proches, voire ont déjà le niveau de l'UFC selon moi. On va faire une petite pub, puis on va clôturer le sujet et puis on va mettre mes commentaires en live. Ok, donc au final, je sais qu'on demande souvent une analyse. Ici, j'ai pas le temps, honnêtement, de revoir le combat, de faire une analyse. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Un point que j'ai souligné sur Twitter, suivez-moi sur Twitter aussi, c'est que Morgan, depuis qu'il est au Cage Warriors, il arrive contre Sorenbach, décision majoritaire. Donc, un juge donne l'égalité, 2 juges donnent la victoire à Sorenbach, comme hier. Deuxième combat contre Lewis Monarch, il gagne à la split decision. Pour moi, encore une fois, la split est bizarre. Je donnais 29-28 assez clair à Morgan, mais bref, c'est une split. C'est encore une fois compétitif et serré. Il a ses 2 KO, Dean Truman, Perry Goodwin. Il perd à la split contre Vucenic. Et hier, il perd à la majority contre Paul Hughes. Ça veut dire qu'au Cage Warriors, il a 4 décisions, aucune unanime. Que 2 majoritaires, il a perdu les 2 majoritaires, et 2 splits, 1-1 dans les splits. Ça montre que contre le top niveau européen, il a une tendance à rentrer dans des combats compétitifs, qui se décident sur des détails. Donc là, j'ai vraiment parlé en high level, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. Mais je pense, et ça se travaille, je pense qu'une grosse amélioration à son jeu, ce serait de temps en temps de se contenter de gagner en round. J'ai l'impression que Morgan est quand même fort à la recherche de la finalisation. C'est très propre, les fans apprécient ça. Mais quand tu arrives à un certain niveau, le plus haut niveau, là il est au plus haut niveau européen, on va pas se mentir, il faut commencer à être stratégique. J'avais fait ça, j'en avais parlé dans ma preview entre Volkanovski et Ortega, les deux étaient comme ça. C'était 2 gros finishers qui ont un peu évolué, un peu comme Georges Saint-Pierre aussi, qui était un bon finisher avant d'être champion. Mais une fois que tu arrives au top niveau, tu dois commencer à être un peu stratège. Alors je sais que c'est facile à dire, évidemment. Je suis qui, moi, pour donner des conseils? Moi, je suis quand même un coach. Mais je pense qu'une amélioration qui va vraiment changer la donne, c'est de temps en temps de se concentrer sur remporter le round. Parce que au top niveau, il y a une tendance à aller plus souvent à la décision. C'est bien de vouloir finaliser, mais tu rencontres des gens qui sont difficiles à finaliser. Paul Hughes et Vucenic, ils sont ultra durables. Morgan également est ultra durable. Donc ces trois-là, quand ils vont se rencontrer, la probabilité d'une décision est plus haute que la probabilité d'une finalisation. D'ailleurs, sur les 3 combats, il n'y a eu aucun moment où on était proche d'une finalisation, à part hier dans le 3e round, le knockdown, le crochet, il sonne, mais Paul Hughes n'était pas proche de la finalisation.
Et l'étranglement arrière, ok, on s'en rapprochait un peu, mais c'était pas non plus ultra chaud. Ça a été chaud juste pour venir défendre une fois qu'il avait cassé le... Enfin, il a même pas laissé le grip en fait. C'est pour ça pour moi on n'était pas si proche que ça d'une finalisation. Bref, je reviens à mes moutons. Ce genre de combat où chaque round est serré, ce qui va faire la différence, c'est le effective grappling ou le effective striking. Morgan, ses combats, c'est légèrement plus debout. Et c'est plus facile debout de faire une différence dans le effective striking qu'au grappling. Parce qu'au grappling, au final, c'est scrambler, donner sa vie pour finir en top control. Et une fois qu'on a le top control, marquer des petits points. Là, ça va faire une différence. C'est un peu plus subtil, évidemment, en pied-point. Comme je viens de dire, Morgan, j'ai l'impression que la grosse majorité de ses frappes, c'est envoyé avec des mauvaises intentions. C'est envoyé avec des mauvaises intentions pour son adversaire, hein, pas en tant que combattant. Il envoie des frappes lourdes, il envoie des frappes qui cherchent à finaliser. Pourtant, dans tous ses combats, ce qui fonctionne le mieux pour Morgan, c'est ses jabs, c'est ses crosses, c'est ses low kicks. C'est la simplicité. Vous l'entendrez pendant le combat, je pense que je l'ai dit une fois. Une fois, je suis bien belge, moi. Il vaut mieux toucher pas fort que ne pas toucher fort. Quand tu envoies toutes tes frappes à 100%, ton adversaire commence à comprendre ton rythme et ton timing, et quand il te voit charger, il sait ce qui arrive. C'est une frappe lourde. Je vais reculer pour pouvoir contrer derrière. Quand tu frappes lourd, tu mets plus de temps à revenir, donc tu te laisses plus longtemps exposer au contre. C'est ce genre de petits moments qui peuvent faire la différence. Si de temps en temps, on utilise des frappes rapides, moins puissantes, mais qui cherchent juste à toucher, ça peut faire une différence aux yeux des juges. Ça peut fuck up le timing et ça peut créer des ouvertures. Ça peut frustrer l'adversaire. Ah, je me suis fait plus toucher, je dois aller maintenant chercher ce round. Je vais m'exposer en surengageant. Ça va créer des ouvertures et c'est là où les finishes viendront. Donc pour moi, la petite amélioration, elle est là. C'est être un peu plus calculateur dans chaque round. Essayer d'avoir cet automatisme, d'avoir une conscience de où on en est. Est-ce qu'on est en train de prendre le round ou pas? Et sinon, et si on remarque que le round est serré et qui ne va pas à notre avantage de justesse, on cherche à marquer des petits points sur la fin. Un exemple parfait, c'est José Aldo. José Aldo est extraordinaire pour ça. Était extraordinaire pour ça et l'est encore. Il se fait surprendre par Volkanovski à son propre jeu, par exemple, mais José Aldo est quelqu'un d'extraordinaire pour prendre des rounds compétitifs. Vraiment, c'est un exemple à suivre. Ok, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je mets encore une pub. Et puis il y a le combat avec mes commentaires. J'espère du coup ce ne sera pas strike. A très bientôt, c'était Chris Gunnight. On est de retour sur Eleven Sports 3. Ça fait un petit temps que je pouvais parler, mais je voulais un peu laisser l'ambiance. On a pas mal de fans irlandais, pas mal de fans français dans l'arène. Ça fait plaisir d'avoir le retour des fans justement. On n'a pas une arène silencieuse, on a plutôt pas mal de bruit et à raison. Quel combat on a devant nous. Combat pour la ceinture intérim featherweight. Morgan Charrière à l'écran qui fera face à Paul Hughes. Énorme combat sur papier. Les deux veulent absolument cette victoire, mais ils ne veulent pas la victoire pour la ceinture intérim. Ils veulent la victoire pour le rematch contre Jordan Vucenic, le champion qu'on a vu sur le coin de la cage, en plus pour rajouter de l'intensité à ce combat. Les deux l'ont dit, ils considèrent avoir gagné contre Vucenic. Une chose est sûre, leur combat était serré et comme j'ai dit, même controversé. Paul Hughes pense avoir gagné contre Vucenic, Morgan Charrière pense avoir gagné contre Vucenic et ils veulent obtenir cette deuxième chance contre lui pour laisser aucune place au hasard la deuxième fois. Mais avant ça, il faut passer l'autre. Et ce combat promet d'être serré. Très difficile à pronostiquer, on voit les fans français qui supportent Morgan Charrière en train de faire son entrée avec beaucoup d'intensité. On est parti pour 5 rounds potentiellement. 5 rounds de plus haut niveau européen. Comme je le disais dans ma preview, autant Vucenic que Morgan que Paul Hughes, ils ont tous les trois le potentiel d'arriver à l'UFC. Ils ont tous les trois un beau palmarès, ils ont tous les trois montré une réelle capacité, des réelles compétences de haut niveau. Ils sont tous les trois très jeunes, 24, 23, 25... 26 ans. Maintenant on voit les fans irlandais à l'écran. Morgan Charrière, 1m75, 75 pour les Français qui nous écoutent, parce que je sais que vous êtes aussi nombreux à nous écouter sur Eleven Sports. 16 victoires, 8 défaites, 1 égalité. Énormément d'expérience pour ce jeune athlète. Sur ces 16 victoires, 8 par TKO.
4 par soumission. C'est son 6e combat au Cage Warriors. Il avait signé en toute dernière minute pour un remplacement de dernière minute pour un title shot contre Søren Bak. Aussi une décision un peu controversée, c'était un combat très serré. Malheureusement, il s'est incliné contre Søren Bak. Il n'était pas bien préparé parce qu'évidemment, il avait été prévenu que 2 semaines à l'avance. Mais en tout cas, le Cage Warriors l'avait repéré. Ils l'ont signé sur un multi-fight deal. Il a ensuite gagné ses 3 combats suivants. Magnifique KO, magnifique décision sur Lewis Monarch. Ensuite, un très très beau TKO sur Dean Truman, lui obtenant le title shot contre Perry Goodwin. Et il fait un masterclass, un réel masterclass. Il gagne par KO. Et finalement, il devait défendre contre Vucenic. Malheureusement, la décision n'est pas allée dans son sens. Le rematch immédiat était prévu, mais Vucenic s'est blessé à la main. Et donc, on a un Paul Hughes qui est déjà dans le coin de la cage. On a un Paul Hughes qui monte, qui prend le combat. Et ça va commencer dans quelques instants. On a vraiment hâte. Morgan Charrière est dans la cage, dans le coin bleu. Son adversaire, Paul Hughes, va faire son entrée maintenant dans le coin rouge. Paul Hughes, 24 ans. D'après les notes, 1m75, 1m75 également. J'ai l'impression à la pesée que Paul Hughes était légèrement plus grand. Tous les deux ont évidemment été pesés au poids officiel, 145 lbs, 65,6 kg. Il n'y a pas de tolérance quand il y a une ceinture en jeu, même si elle est intérimaire. Paul Hughes, 7 victoires, une seule défaite, sa seule défaite étant contre Vucenic à la décision partagée. Sur les 7 victoires, 3 par KO, 3 par soumission. C'est son 6e combat, tout comme Morgan au Cage Warriors. Il a un palmarès dans la promotion de 4 victoires pour une défaite. Il sort d'une victoire contre James Hendin qui était invaincu dans le dernier combat. C'était un beau combat, un peu du même ordre que son combat contre Vucenic. Très très complet. Les deux athlètes sont complets. Ici, on a vraiment, comme je dis, un combat au plus haut niveau européen, juste en dessous du niveau de l'UFC, ou même, je dirais, les trois pourraient s'exprimer correctement dans cette promotion. On a de la chance de l'avoir sur 5 rounds. Si ça fait 5 rounds, ce sera 5 chouettes rounds à regarder. L'un comme l'autre a des capacités de finalisation, comme on l'a vu dans les statistiques. 8 victoires par KO, 4 par soumission, donc 12 sur 16 par finalisation pour Morgan, 6 sur 7 pour Paul Hughes. Et les deux sont extrêmement durables. On l'a vu justement dans leur combat face à Vucenic. Grosse durabilité, gros mental. L'Irlandais est en train de faire son entrée, tout comme Morgan, il a pris son temps. Parlons aussi de l'expérience de Paul Hughes, parce que sur papier, évidemment, il a entre guillemets que 8 combats, ce qui représente le tiers de combats professionnels par rapport à Morgan. Mais il est sorti d'une carrière amateur assez exhaustive avec 8 victoires pour 2 défaites, 10 combats amateurs avant de passer en professionnel. Et Paul Hughes qui vient faire un petit check à Jordan Vucenic qui regardera donc ce combat avec beaucoup d'attention. Et Paul Hughes qui prend tellement son temps que je ne sais plus quoi dire, mais on va faire une petite analyse technique dans ce cas-là. Paul Hughes, un style plutôt boxe anglaise, avec une posture plutôt perpendiculaire à son adversaire, et qui vient donner le drapeau irlandais à Vucenic. Ok, trêve de plaisanterie. Paul Hughes a besoin de mettre de la pression sur ses adversaires pour bien s'exprimer. Il s'exprime beaucoup moins bien quand lui est mis sous pression. Il est excellent avec son côté avant, très bon jab, excellent check hook. Il utilise des kicks de temps en temps, mais c'est plus pour diversifier son jeu qu'autre chose. Il repose beaucoup sur son anglaise. Son cross reste un peu son point faible, on va dire. Il utilise très peu son point arrière, plutôt son kick arrière. Il passe de temps en temps en gaucher. Il a noté une très belle victoire par high kick du gauche. C'était au Cage Warriors 112 contre Yuri Panada. Ici on voit dans les notes que Joe McColgan est le nouveau champion lightweight depuis la dernière trilogie. C'est son training partner, son partenaire d'entraînement. Il cherche donc à avoir un deuxième champion au sein de leur équipe.
Fight Academy Ireland. Et voilà, il a enfin fait son entrée dans la cage. Et donc je disais, comme il a un style fort, axé sur la boxe anglaise, il laisse sa jambe avant fort à disposition pour les low kicks. On a vu en Morgan Charrière exploiter à merveille les low kicks contre Perry Goodwin. Perry Goodwin qui a aussi d'excellents check hooks. Donc on a une stratégie qui pourrait être adaptée, la stratégie qui était un masterclass par Morgan Charrière, il pourrait l'adapter à Paul Hughes. Morgan Charrière, depuis qu'il est au Cage Warriors, il laisse très peu d'ouverture, hein. Il y a peu de place à l'erreur. 24 ans pour l'Irlandais, 25 ans pour le Français. La même taille, 1m75, 7 victoires, 1 défaite pour l'Irlandais, 16 victoires, 8 défaites, 1 égalité pour Morgan, 14 finishes sur 16 pour le Français, 6 sur 7 pour Paul Hughes. Gros combat devant nous, annonce officielle maintenant, et puis on est parti les gars. Bon ben là je parle pas parce que c'est l'annonceur officiel qui va parler. Moi j'ai la petite pression qui monte là, l'adrénaline, j'ai trop envie que... Honnêtement j'ai trop envie que Morgan gagne. Mais il faut rester un peu neutre quand on commente, hein. C'est pas toujours facile. Oh quelle intensité dans la cage. Et en dehors de la cage, le public est assez chaud je dois dire. Les Français en haut, à l'étage, les Irlandais au ground. Rich Mitchell dans la cage, je vais voir si j'aurais plus de voix sinon. He stands 5 feet 9 just tall. Official weight 145 pounds even. He's fighting at a Moulajoli in France and brings with him to the cage a professional record consisting of 16 wins, 8 defeats and 1 draw. Introducing to you Morgan, the last pirate. Putain, elle est longue cette annonce. Allez les gars, on veut du fight. Fighting out of the red corner. He stands 5 feet 9 just tall. Official weight 144.1 pounds. He is fighting out of Lowy in Northern Ireland and brings with him to the cage a professional record of 7 wins with 1 defeat. Introducing to you un peu plus irlandais dans la salle, j'ai l'impression. Ça fait du bruit. On a quand même un petit touch glove. Rich Mitchell dans la cage en tant qu'arbitre. Paul Hughes dans le coin rouge avec le short noir. Morgan Charrière dans le coin bleu. On a eu un beau battle de regard, beaucoup d'intensité dans la cage, beaucoup de support en dehors de la cage. Et c'est parti, Morgan qui prend le centre et qui ouvre sur une feinte. On regarde les réactions de Paul Hughes qui a l'air d'être conscient du risque des low kicks de Morgan Charrière. Il lève proactivement sa jambe avant. Il a donc analysé son adversaire du soir. Il a lui-même envoyé un low kick et Morgan qui ouvre sur un cross et il vient chercher le clinch. Morgan avait dit qu'il avait beaucoup travaillé sur sa lutte. C'est potentiellement dans son game plan. Ici, on est au clinch à la cage. Underhook à droite pour Morgan qui vient d'envoyer un peu de dirty boxing avec sa main gauche. Les deux sont très physiques, hein. On l'avait vu dans leur combat contre Vucinic. Ils ont tous les deux fait preuve de beaucoup d'athlétisme, beaucoup de durabilité. Et on est sorti du clinch. Jab au corps pour Paul Hughes. Très compact hein, dans sa garde. Et il lance un large crochet avant. Low kick et Morgan qui vient toucher avec son anglaise. Le jab direct qui touche. Morgan qui met sous pression. C'est bien vu stratégiquement. Double crochet avant pour Paul Hughes. Jab direct pour Morgan Charrière. Et on est à l'échange. Hein. Là, on est à l'échange. Et Morgan qui vient casser la distance. Clinch, envoie le genou au corps. Beau positionnement de tête pour Morgan qui
garde le contrôle à la cage avec son underhook à droite. Son poignet est contrôlé par contre par Paul Hughes. On voit des genoux aux jambes pour rester actif. 3 minutes 30 restantes. Beaucoup d'intensité dans ce début de combat. Mais je pense qu'ils sont tous les deux bien préparés et pourraient garder cette intensité assez longtemps. Non, Paul Hughes a pris un bon positionnement de tête. Il envoie un genou à la tête. Ça ne touche pas, ou en tout cas pas fort. On est vraiment sur une dispute pour le positionnement de tête en premier. Un travail systématique et là j'ai l'impression que le genou est à l'entrejambe malheureusement. On va avoir une petite pause. En tout cas on va avoir un reset, on va pas reprendre au clinch, ça va reprendre à distance de pied-point. On va revoir cette action. Bon, effectivement, je pense qu'il vise juste au-dessus de la coquille, mais ça touche. Ok, reset. Distance de pied-point et high kick du gauche pour Paul Hughes qui montre une diversité dans son jeu en ce début de combat. Switch, tentative de takedown, mais j'ai l'impression qu'il y a un check hook qui a touché pour Morgan. Et là, on est au scramble, ça se relève, clinch à la cage qu'on recherche du côté français de nouveau. Et de nouveau, positionnement de tête très très important pour garder le contrôle. Moitié du premier round atteinte. Beaufray, mais en sortie de clinch, un crochet arrière par Paul Hughes qui vient de placer un jab maintenant. Tentative de jab pour Morgan Charrière, c'est esquivé. Middle kick et Morgan Charrière qui vient contrer avec son low kick. Ça envoie rapidement Paul Hughes au sol, mais il se relève très rapidement. De nouveau à l'échange en anglaise ici. Attention, on ne va pas prendre trop de risques. On a l'impression qu'on cherche le finish, hein, de part et d'autre. On n'est pas là pour une décision. On ne veut pas rester 25 minutes dans cette cage. On veut faire un gros statement, envoyer un message au champion. On échange des switch middle. Et oula, il y a un crochet avant qui a touché pour Paul Hughes. Bon, Charrière, pas sonné. Bon menton démontré par le français. Il bloque le high kick. Il a une bonne vision pour le moment. Il anticipe bien, en tout cas défensivement responsable, à part ce crochet qui vient d'encaisser. Ben à distance, il est bien. Paul Hughes plutôt patient dans ce combat pour l'instant. Même s'il est actif en volume. Il n'est pas spécialement proactif sur la recherche de pression. Hein, low kick. Il est passé en gaucher, low kick suivi de high kick. Il glisse et Morgan vient dans la garde. Ah, Morgan va peut-être partir sur une clé de jambe ici. Il a un figure fort. Beau contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouf. Petit scramble, on essaie de passer la garde. Ah, attention, le headlock, bien joué pour Morgan. On a le headlock, beau sprawl. Ça met Paul Hughes dans une position ultra défensive. Paul Hughes qui vient contrôler les deux poignets de Morgan. On se relève, on cherche la cage. J'ai l'impression que cette cage, elle glisse. Ouais, j'ai l'impression que leurs pieds glissent. Hein. Je suis pas fou. Ouais, ouais. Les pieds glissent. Bref, on a une tentative d'amener au sol pour l'Irlandais. Et dans le scramble, magnifique takedown pour Morgan. Morgan qui vient sécuriser un top control ici. Et ça se relève. Beau genou ici pendant que ça se relève par Morgan. 15 secondes restantes. Combat compétitif. Et on est en mode économie d'énergie du côté de l'Irlandais avec un Morgan Charrière qui reste actif sur ses frappes. Je pense pouvoir dire ça en toute neutralité.
Deuxième round. C'est parti, deuxième round. Morgan qui part directement au lutin, jab, overhand, lutte. Ça a touché le sol, mais maintenant on s'est relevé. J'ai l'impression que Paul Hughes de nouveau a voulu s'aider de la cage comme il avait fait contre Jordan Vucenic. J'espère que l'arbitre sera attentif à ça. Et Morgan parle à l'arbitre. J'ai l'impression qu'il dit qu'il met sa main dans son gant. On est reparti. Morgan qui cherche son crochet à gauche avec sa jambe. Qui reste bien dans le dos de Paul Hughes, mais il n'a pas de body lock. Ça permet à Paul Hughes de sortir. Et Paul Hughes qui garde le centre maintenant, genou sauté. C'était un peu risqué. Maintenant, c'est Paul Hughes qui shoot. Il est pris en guillotine, mais par contre, il sort du bon côté, mais sa jambe est prise dans la demi-garde. Est-ce que Morgan va savoir finaliser ça? Je ne pense pas. J'ai pas l'impression. Non. Il n'a pas le bon angle pour finaliser. Et ça profite à Paul Hughes qui finit du coup en demi-garde. Mais tant qu'il a cette guillotine, Paul Hughes ne va pas savoir beaucoup bouger. Il va devoir jouer la patience pour sortir sa tête. Et s'il passe la side control, il peut menacer avec une Von Flue. Les deux sont patients. Si ça ne bouge pas, l'arbitre peut relever. Parce qu'on est en demi-garde dans une position très très neutre. Mais là, j'ai l'impression que Paul Hughes, tout doucement, va commencer à chercher à sortir sa tête. Et il ne faut pas que Morgan utilise trop d'énergie à conserver la position. Voilà, maintenant il enlève, il accepte la demi-garde et il va bosser à partir de là. Attention, puisque Paul Hughes a un très très beau top control, mais on sait aussi que Morgan Charrière est très fort dans les scrambles. Il a une vraie capacité à sortir de là. Et voilà, il cherche, il vient chercher la deep half. Et ça lui permet de se relever. Putain, ça glisse. Oh, excusez-moi pour le mot qui commence par P. Je ne sais pas si je peux dire ça à la télé. Bref, ça glisse. C'est pas génial quand ça glisse parce qu'il y a une petite portion de chance qui s'ajoute à l'équation. Et cette fois-ci, ça profite un peu à Morgan. J'ai l'impression que Paul Hughes a glissé et du coup, ça offre entre guillemets le headlock à Morgan Charrière. Paul Hughes a tout intérêt à garder son poing au sol. Là, mais s'il a les doigts, je sais pas, j'ai l'impression que s'il lève sa main, le coup de genou au visage est autorisé pour Morgan. Il n'a pas eu le timing. Morgan vient chercher le clinch à la cage et on sort. Distance de pied-point. Pression de Morgan. Jab, jab, cross. Et jab pour Paul Hughes. Ouh, bien joué de la part de Morgan qui contre avec un jab direct le high kick du gauche de Paul Hughes. Morgan Charrière commence à avoir son timing debout alors qu'il encaisse un jab là par contre. Paul Hughes, ouf, ça glisse vraiment. Paul Hughes quand il passe en gaucher, il envoie systématiquement sa jambe arrière. Je pense que Morgan est totalement capable de capitaliser là-dessus. Grosse pression là par Morgan. Ouais, beau overhand, beau plutôt cross-counter par Morgan. Clairement, mettre Paul Hughes sous pression, c'est une excellente idée. Et il le fait avec brio jusqu'à présent. Morgan. Et de plus en plus, là, ce jab piquant vient toucher. Malheureusement, le cross par derrière ne touche pas. Et Paul Hughes qui perd en activité, qui perd en volume. Il est plus dans l'attente. Est-ce qu'il attend de contrer? Et voilà, premier calf kick pour Morgan. Ça touche bien. 1, 2, 3 par Paul Hughes. Morgan qui garde cette pression. Un beau jab pour Morgan. Et le direct qui touche. Il est touché. Il est sonné, Paul Hughes. Et Morgan vient chercher le clinch à partir de là. Clairement, le Français commence à trouver son timing, trouver ses ouvertures. Sortie de clinch. Paul Hughes reprend le centre. Genou sauté. Ça rate à nouveau. Morgan garde la pression. Très très bon travail dans ce deuxième round par l'ancien champion featherweight, Morgan. Et Morgan qui contre avec un direct. Il est bien dans ce deuxième round. Vraiment. 30 secondes restantes. Jab direct qui touche. Et les deux glissent, ça par contre c'est vraiment ennuyant, ça fait perdre un peu en qualité de combat, mais ça reste très beau à regarder. Et un cross qui touche. J'ai l'impression que Paul Hughes est encore un peu touché, encore un peu sonné, ça échange, genou
C'est au corps, hein, c'est pas à l'entrejambe. Gros genou par Morgan de nouveau en cette fin de deuxième round. Est-ce qu'on finit fort? Ce jab qui touche de nouveau. La simplicité efficace, comme j'aime appeler, par Morgan Charrière. Il a beaucoup de succès dans les attaques simples. Le jab, le cross, le 1-2, le low kick. Pas besoin d'aller chercher plus loin, pas besoin de se complexifier la vie. Quand ça fonctionne, on prend pas de risque, on gagne les échanges. Et en plus, on a déjà vu un Morgan capable de finir un combat sur base de son jab direct. Hein. C'était contre Dean Truman, ça a mené à la fin. Ça n'a pas finalisé Dean Truman, mais un genou plus tard et c'était fini. Là, on voit un beau direct plongeant par Morgan. C'est pas la première fois qu'au Cage Warriors, le tapis, le sol glisse. C'est quand même incroyable qu'une promotion si ancienne ait encore ce genre de défaut. J'en reviens pas. On aurait une autre dynamique de combat. Après, on va pas se plaindre. Hein. C'est un très très beau combat, très agréable comme prévu. Et qui commence, le momentum va vraiment en direction de la France pour le moment. Troisième round. On a un Paul Hughes qui ouvre avec un peu plus d'agressivité ici, qui cherche son crochet avant. On feinte les kicks, high kick, bien bloqué par Morgan, low kick. Un peu plus de volume là du côté de l'Irlandais. Et ce calf kick bien envoyé par Morgan, beau timing dessus. Attention à ne pas surengager. Jab cross pour Morgan. Et Paul Hughes dos à la cage. Qui cherche à sortir. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour respirer. C'est le moment d'attaquer là. En ligne pour Morgan. Ouh, Morgan s'est touché par un check hook justement. Aïe aïe aïe. Il est sonné. Mais il a le temps de récupérer ses esprits. On voit qu'il a encore des bons réflexes. Il check le low kick. Et takedown pour Paul Hughes. On a un petit changement de momentum ici en début de troisième round avec ce crochet avant très précis par Paul Hughes qui vient sécuriser la demi-garde. Et à mon avis, il va de nouveau travailler en patience. Ça permet à Morgan de récupérer, c'est pas plus mal. Hein. Grosse pression cependant. Il laisse peu d'espace et il va commencer à chercher la monte ici. Est-ce qu'on a la monte? Non, scramble de nouveau. On recompose la garde et on attaque de nouveau une clé de jambe. De nouveau ce scramble et Paul Hughes qui garde ce top control pour le moment. Il vient chercher de nouveau cette demi-garde et il sécurise la demi-garde. À mon avis, maintenant il va un peu stock. Quelques secondes. Morgan saigne du nez. J'ai l'impression que Morgan est de nouveau à 100%. Il a récupéré de ce crochet. Morgan bosse pour sortir de là. On continue à sécuriser la demi-garde du côté irlandais. Et ici, je pense que Paul Hughes pourrait passer sa jambe droite de l'autre côté pour venir sécuriser la demi-garde de l'autre côté, mais ce qui chercherait plutôt à passer en side control. Ouais, c'est ça qu'il fait. Il a fait un knee slide pour passer en side control. C'est pas vraiment un knee slide, mais il est venu brièvement sécuriser un side control, mais Morgan en profite de l'ouverture pour venir se mettre dos à la cage et tenter de se relever. Par contre, il offre son dos à Paul Hughes qui obtient son deuxième crochet, 2 minutes 22 pour travailler l'étranglement arrière. Il n'a pas le bon angle pour l'instant. J'ai l'impression que la main est bien passée en dessous, mais non. Pour l'instant, c'est bien défendu par le Français, mais par contre, il est dans une très très mauvaise posture. Son dos est donné, s'il se retourne, il est pris en monte. 2 minutes restantes. On reste très patient du côté irlandais et du coup, Morgan reste patient également. Évidemment, c'est pas le moment de laisser des ouvertures ou de prendre trop de risques. Tant que l'autre n'est pas dangereux, on peut rester là. On laisse passer le round, c'est pas très grave. On attaque l'étranglement arrière, mais on n'a toujours pas la main, l'avant-bras sous le menton. Morgan Charrière est safe, mais par contre, il n'est vraiment pas dans une bonne posture ici. Ce serait dans l'intérêt de Paul Hughes de prendre le body triangle. Ben voilà, c'est fait pendant le changement d'angle de caméra. Bien joué de Paul Hughes pour sécuriser vraiment ce dos. Ça lui permettra de le garder probablement jusqu'à la fin du round.
Parce que là, avec la cage, ça va être difficile de finaliser l'étranglement arrière, mais rien d'impossible cependant. On reste actif de part et d'autre avec des petites frappes gênantes. Par contre, son body triangle n'est pas ultra serré cependant. Morgan pourrait chercher à casser le lock. Il préfère envoyer des petites frappes. Ça gêne toujours. Attention, en envoyant les frappes, la main est passée en dessous de son menton. C'est tight, c'est serré. J'ai l'impression que ça va aller pour Morgan. Belle défense, mais on n'était pas passé loin. On a vu une belle grimace du côté français. Paul Hughes n'était pas loin de finaliser. Je pense que ça va freiner les idées de Morgan d'envoyer ses petites frappes et il va plutôt se mettre en mode 100% défense maintenant. De toute façon, il va pas gagner ce round, ça c'est clair et net. Et donc autant le laisser passer. Et Paul Hughes, à 14 secondes de la fin, continue à marquer des points avec des frappes. Il continue de chercher cet étranglement arrière. Évidemment, c'est dans son intérêt de finaliser le combat, ça, on va pas se mentir. On est probablement à 29-28 à l'avantage du Français à l'entrée du 4e round. On a eu un momentum shift alors qu'on pensait que le Français commençait à vraiment prendre l'ascendant. Un petit moment d'inattention, une demi-erreur, ou même pas une demi-erreur, une belle action du côté adverse et ça change tout. Ici on voit à l'action, donc on est vraiment dans un échange. Et là, ouais, on a eu un beau crochet qui a touché en fait la pointe du nez, j'ai l'impression. C'est un knockdown. On obtient le takedown après, on obtient le dos avec le double crochet, et une fois qu'on a le dos, on n'a rien lâché. Body triangle pour maintenir la position jusqu'à la fin, et ici, ouais, c'était pas loin. Il avait l'avant-bras en dessous du menton, mais on a une belle réactivité défensive de Morgan qui vient se mettre justement sur son côté droit, et il vient pas défendre le bras qui étrangle, mais le bras qui va venir fermer le lock. C'est une très belle réactivité défensive. Oula, on a l'œil droit qui est sacrément gonflé. Côté de Morgan Charrière, on dirait qu'il a un bel orgelet. On espère évidemment que son œil ne va pas complètement se fermer, parce que dans ce cas-là, le combat pourrait être arrêté par l'arbitre ou par le médecin. Et ça doit mettre évidemment en confiance Paul Hughes, qui attaque sur le côté gauche, c'est son côté favori. Et si l'œil droit de Morgan est endommagé, ben, les attaques vont être de plus en plus efficaces pour Paul Hughes. Morgan Charrière qui a le bon réflexe, il vient mettre la pression, mais par contre il encaisse un crochet arrière cette fois-ci. Et beau takedown, scramble. Quelle réactivité défensive. On est de nouveau debout, beau genou par le Français. C'était un beau takedown par Paul Hughes cependant. Quelle compétition. Quel combat serré. Oh, un direct pour Paul Hughes et un uppercut pour Paul Hughes qui commence à prendre confiance en son anglaise et qui commence à bien toucher. Et là on est dans un scramble, overhook pour Morgan, underhook pour Paul Hughes qui vient mettre pression à la cage, et Paul Hughes qui vient chercher de nouveau une amenée au sol. Évidemment il a pris confiance aussi en son grappling contre Morgan dans ce 3e round. Morgan doit rester dans son fight quant à lui. Ces 2 premiers rounds doivent justement lui faire comprendre que c'est dans ses cordes de l'emporter. Et là il envoie des beaux gros coups de coude en défense de takedown alors que Paul Hughes est en train de travailler une single leg / high crotch. Contrôle de poignet pour éviter justement les coups de coude, mais du coup il a lâché son lock sur la single leg. Change de côté, et là on a une belle défense. Ah, ça lutte, hein. C'est le cas de le dire, on est en lutte, mais ça lutte pour la position, et finalement Paul Hughes l'obtient avec un très bon contrôle. On est plus ou moins en demi-garde sécurisé du côté gauche, mais on n'a pas le contrôle de genou complet, mais je pense qu'il va avancer vers ce contrôle total avec le 2-on-1. Et Morgan est dos à la cage pour s'aider de celle-ci pour se relever, mais tant qu'il a sa jambe droite tendue, il ne pourra pas le faire. 2 minutes 49 restantes dans ce combat. Et on voit l'œil de Morgan qui se ferme progressivement. Dominique Cruz en parle souvent quand on a ce genre de blessure. Ça doit pousser à chercher le finish à tout prix, parce que si on laisse le temps passer, il y a toujours ce risque qui augmente de plus en plus, qu'on ait un arrêt qui ne soit pas dû à un KO ou à une soumission, mais à un arrêt du médecin.
Donc ça risque de mettre la pression à Morgan pour chercher une finalisation. Mais évidemment, il n'est pas du tout dans une posture pour le faire, dans une position pour le faire. C'est plutôt Paul Hughes qui va chercher à isoler le bras gauche de Morgan pour menacer un arm triangle. Mais il est du côté opposé du side control où il devrait être. Après, on a déjà vu, même à l'UFC, des gars finir cette soumission à partir de la demi-garde opposée. C'est plus un von flou au final qu'un arm triangle, mais à l'UFC on appelle toujours ça un arm triangle quand on annonce le vainqueur. Brian Barberena avait fait ça contre Sage Northcutt et je sais que c'est arrivé une deuxième fois plus récemment, mais par contre je ne sais plus dire qui. Bref, on revient dans le combat en cours. Paul Hughes toujours en contrôle, toujours dans la demi-garde. Il sécurise la position, il travaille vraiment à son aise, il cherche toujours à isoler ce bras, voilà qui est fait, mais il n'arrive pas à monter le bras. Belle réaction défensive de Morgan. Par contre, est-ce que ça pourrait lui ouvrir des portes vers la monte? Mais je pense pas qu'il ait envie d'aller la chercher. Il reste encore 1 minute 15, je pense qu'il va préférer garder du contrôle et prendre des risques quand il reste plutôt 45 secondes ou moins. Ouf. Morgan envoyait des coups de coude, mais finalement, c'est Paul Hughes qui en envoie un d'au-dessus et évidemment ça a beaucoup plus d'impact. 1 minute restante. Est-ce que Paul Hughes va commencer à travailler le passage de demi-garde? Oui, on voit qu'il cherche avec son pied gauche à ouvrir la demi-garde pour passer vers la monte. Voilà qui est fait. Mais, comme je le disais, hein, ça ouvre le scramble et Morgan se relève. C'est là où la préparation physique va aussi rentrer en jeu. On voit Morgan qui envoie un jab et on voit les intentions de Paul Hughes de travailler sur sa force, le check hook. Et là, il a envoyé un high kick du gauche. On voit évidemment que les deux athlètes commencent légèrement à fatiguer, c'est normal. Quelle intensité de combat. 24 secondes restantes. Et on ouvre en anglaise là. On combine du côté irlandais. Avec un Morgan qui est un tout petit peu plus inactif, mais encore une fois, peut-être qu'il veut garder son énergie pour le 5e et dernier round qui sera potentiellement décisif. Hein. Ouf, ça échange, les deux ont touché en anglaise ici. Et on est parti pour un 5e et dernier round. Comme je l'avais dit dans ma preview, un combat extrêmement serré, extrêmement compétitif. Mais là, évidemment, le momentum va du côté de Paul Hughes. Personnellement, je donne les deux premiers à Morgan. Je donne le 3 et le 4 à Paul Hughes. Je pense que en fait les 4 rounds sont assez indiscutables. Peut-être le premier est plus serré, le deuxième pas du tout, le troisième pas du tout, le quatrième pas du tout. On est potentiellement à 38-38. Et donc on serait parti pour un 48-47. À moins d'un finish évidemment. Mais ce 5e round, si ça va à la décision, est décisif. Celui qui le gagne remporte selon moi le combat. Ouh. Petit débat à faire ici. On a le coup de Yoel Romero contre Tim Kennedy en cours avec Morgan qui tarde à sortir de son coin. Et c'est parti. Paul Hughes s'était énervé. Par contre, c'est Morgan qui ouvre avec un jab direct et qui touche. Ça fait sourire son adversaire. High kick du gauche pour Morgan. On échange des jabs. L'intensité ne descend pas. Et un direct qui touche. Et un check hook qui touche de l'autre côté. Ça échange. Pour l'instant, c'est du 1 for 1. Les deux se touchent. Les deux se touchent puissamment. Mais les deux restent debout. Celui qui pourra garder son sang-froid aura un avantage dans ce 5e round. J'ai l'impression ça échange. Les deux se touchent. Waouh! Quel combat! Les juges doivent être super attentifs aussi. Et la pression toute douce, centimètre par centimètre de Morgan qui essaye d'amener Paul Hughes dos à la cage. Et gros direct en compte sur le low kick par Morgan. Paul Hughes avec la combinaison qui se fait toucher sur un cross counter de nouveau. Morgan qui revient complètement dans ce combat. Le jab qui touche. Combinaison pour Paul Hughes qui veut shooter sur un takedown, mais Morgan a désengagé. Et ça glisse toujours. Ouf, ça passe pas loin. Hein. Ça va se jouer à des détails.
On cherche vraiment à l'amener au sol parce que je pense que du côté irlandais, on se dit si j'ai le takedown, je sécurise la position, je sécurise le round, je sécurise le combat. Alors qu'on avait un Morgan qui était un peu plus sur la prise de risque, un peu plus à la recherche du finish, j'ai même l'impression. Et qui touchait bien. Je pense que clairement au début c'était du 1-for-1. Mais plus le 5e round avançait, plus Morgan trouvait sa cible, je vais dire. Je vais pas tout prendre de l'anglais et traduire littéralement. Ici, on a une tentative de takedown, on est dans un scramble, on a un headlock pour Morgan Charrière. On sort du headlock, on prend le 2-on-1 et maintenant c'est Paul Hughes qui a la pression à la cage. 2 minutes 50 restantes pour faire la différence. Je disais donc que dans les échanges en pied-point, c'était Morgan qui, selon moi, était en train de doucement prendre l'ascendant, forçant Paul Hughes ici à chercher le takedown. Menace de Kimura pour Morgan. S'il l'utilise, il doit absolument l'utiliser pour prendre une position de contrôle. Il peut pas se permettre de se mettre sur son dos à chercher à finaliser, parce que s'il ne finalise pas, il perd le round. Il se met en position pour perdre le round, en tout cas. Et voilà, Morgan, bon travail. C'est maintenant qu'il faut tout donner pour la position. Et c'est Morgan qui obtient le top contrôle. Il est dans la demi. Alors aussi, guerrier soit-il, c'est le moment de se la jouer stratège. Et de se contenter éventuellement d'un top contrôle pendant quelques secondes jusqu'à avoir la sécurité de le maintenir. Et quant à Paul Hughes, il a 1 minute 45 pour faire la différence. Mais là, le combat est en train de lui filer entre les doigts. Ouh là 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 là, le scramble. Fou, et on est à la cage. Tout est encore ouvert dans ce combat. Tout est encore possible. Ils vont nous faire stresser jusqu'au bout, ces deux-là. Et Jordan Vucenic, à coup sûr, sait qu'il a un challenge face à lui. Je pense qu'il le savait déjà. Mais il voit évidemment qu'aucun des deux n'est en train de se désaméliorer. Ils sont tous les deux en ascension dans leur carrière. Alors que là, Paul Hughes vient de trouver sa cible sur 2 coups de coude au clinch. Pression par Paul Hughes maintenant. On échange des crochets. Un crochet au corps par Paul Hughes qui touche. Un crochet à la tête par Morgan qui touche. On est au scramble de nouveau. C'est défendu par Morgan. Dirty boxing par l'Irlandais. 50 secondes restantes. On est au clinch. Et là, Charrière, il doit marquer des points. Il doit envoyer ses frappes. Voilà, le gros coup de coude. Ça marque des points. Paul Hughes qui cherche l'amener au sol. Et comme on dit, oh, le direct qui touche pour Paul Hughes. Belles esquives par Morgan. On shoot du côté de l'Irlandais. Belle défense par Morgan. Je pense que c'est un... Maintenant, ça commence à être une mauvaise idée de chercher le takedown. Parce que même si tu l'obtiens, tu ne sais pas capitaliser par dessus, par derrière. Et donc, aux yeux des juges, ça vaut quasi rien. Autant envoyer en anglaise. Ce que fait Morgan, il envoie au clinch en beaucoup de genoux. Il reste plus actif sur la fin de combat. C'est très très bien vu de sa part. Fou là 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 là. Et on échange sur la fin. On veut. Et on a un knockdown pour le français. Ou alors c'était glissé. Quelle intensité jusqu'à la fin. Alors je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas neutre. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers 3, 48, 47 à l'avantage du français. Mais on a déjà eu des décisions controversées. Quoi qu'il en soit, les deux méritent le respect de tout le monde. Ils nous ont offert un combat de fou. Beaucoup de momentum shift. La décision se fait attendre. Je ne sais pas quoi en penser. Honnêtement, avec les juges, on ne sait jamais vraiment. Avec ces juges, tout est possible. J'ai l'impression que les 4 premiers rounds, c'est clair. 2 pour Morgan, 2 pour Paul. Le 5e est potentiellement le plus serré. J'ai l'impression quand même que Morgan, là on le voit direct d'entrée de jeu, c'est lui qui a les frappes les plus significatives dans ce 5e round. Ici, de nouveau, c'est lui qui gagne l'échange. Il a eu du top contrôle. Ici, ce direct aussi, ouais, non, il n'y a pas d'hésitation, ça doit aller à l'avantage du français ce 5e round. À moins qu'il y ait une surprise sur le premier, mais je pense que le premier aussi c'était indiscutable. Gros scramble ici, qui finit à l'avantage de Morgan.
On y est allé au cœur, hein, ça c'est clair. Les deux en voulaient. Ouh. Encore une fois, ce petit détail du fait que la cage glisse, c'est vraiment dommage parce que c'est un petit détail qui pourrait changer beaucoup sur la qualité des échanges. Ici, on voit sur la fin, quand ils échangeaient et qu'ils donnaient tout, il n'y avait pas de stabilité. Et la stabilité, c'est quand même la base du MMA. Bref, j'avais dit dans ma preview, ces trois gars-là, Vucenic, Hughes, Morgan, ils sont amenés à avoir des belles carrières. Ils sont amenés à se rencontrer peut-être plus d'une fois dans la carrière. Ils nous ont offert un beau combat. Je suis pour un rematch à l'avenir. Pourquoi pas pour la ceinture. Ah, la décision arrive. La décision arrive. Je vous retrouve après cette décision justement. Merci à tous d'avoir suivi sur YouTube. C'était Chris Genacht. Abonnez-vous, commentez et likez. À très bientôt.